Bien, c'est réglé. Bonjour à tous, je vais moi aussi remercier très chaleureusement Christine, Madame la Présidente Laplate pour cette invitation qui m'a donné l'occasion aussi de réfléchir évidemment sur le sujet, puis de vous proposer aussi mes élucubrations, peut-être que ça va être le thème de la journée. Voilà, alors c'est vrai que donc, lorsqu'on a arrêté le titre de cette intervention l'été dernier, nous n'imaginions pas être à ce point au cœur de l'actualité, au moment où mai 68 est autant invoqué et convoqué. Avoir 20 ans, l'année du 50e anniversaire de mai 68, c'est une invitation à l'observation, à l'analyse des décennies qui nous séparent de cet événement, pour nous situer dans l'évolution conduite et celle qui reste à conduire en matière de prévention, de soins et de réduction des risques et des dommages en addictologie. Alors, je vais passer par un petit préambule, et puis alors vous m'excuserez, je vais essayer de me familiariser avec cet outil-là, hein, donc bon, on le fera ensemble. Charlotte, vous ne me quittez pas des yeux, je vous en remercie. En guise de préambule, rappelons-nous une partie, j'ai pas suffisamment de temps, mais j'en ai déjà beaucoup, merci, une partie du contexte de ce qui a abouti à cet événement de mai 68. Et pour ça, je vais m'appuyer sur l'analyse de Jacques Sauvageau, qui était à l'époque un dirigeant étudiant, qui est décédé il y a un peu plus d'1 an, avant la commémoration, et qui fut l'un des visages du mouvement de mai 68. Il avait vu dans cette période, je le cite, le produit de collectifs œuvrant dans une optique dépassant les individualités. Il avait rappelé que les insurgés d'alors réfléchissaient à l'abolition du capitalisme, qui, regrettait-il, n'est plus posé par grand monde. Ses camarades et lui refusaient une modernité, il le qualifiait comme ça, fondée sur la rationalisation du travail plutôt que sur son partage ou sur celui des richesses. La mondialisation à laquelle ils aspiraient visait au, je le cite encore, développement nécessaire de la solidarité internationale et donc pas à la circulation toujours plus rapide des marchandises. Alors, il est assez symbolique, puisque l'actualité nous convoque, d'observer ce qui se passe aujourd'hui dans notre société de rapidité, de mobilité, qui a ces 15 dernières années parsemé les routes françaises de ronds-points. Alors, je vous en ai fait quelques morceaux choisis, ça marche. Alors, quelques ronds-points qui, pour certains, sont de véritables œuvres d'art viticoles. Alors, je suis bourguignonne, hein, j'en suis pas désolée, mais en tout cas, je plante le décor. Des véritables œuvres d'art botaniques ou encore contemporaines. Quelques extraits, voilà. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'ai pas prévu mes photos de vacances, mais ça, je voulais le partager avec vous. Ces appendices routiers qui sont destinés à fluidifier, à organiser et à répartir la circulation sont, vous l'avez constaté aujourd'hui, en état de siège, tenus par des gilets jaunes qui stratégiquement ralentissent et empêchent le flux incessant d'hommes et de marchandises, ce même flux qui caractérise notre société contemporaine. Il est tout aussi intéressant d'observer ces derniers samedis des scènes dont on ne sait pas. Ah, excusez-moi, j'avais oublié celui-ci, parce que quand même, des scènes dont on ne sait pas encore s'il s'agit d'émeutes, de révoltes, d'une révolution, des scènes d'extraction des pavés des rues parisiennes, comme pour matérialiser le soulèvement du couvercle social, et qui n'est en effet pas sans rappeler le slogan des manifestants de mai 68, celui qu'ils avaient emprunté à Dino Buzzati, et son expression « sous les pavés la plage », illustrant l'austérité d'un ancien monde qui était déjà contesté. Pour en revenir à Jacques Sauvageau et aux revendications de l'époque, il indique qu'il s'agissait de combattre un pouvoir qui entendait, je cite, « faire de l'université une entreprise rentable ». Outre la question du modèle économique de l'université, se posait celle du modèle éducatif global, celle de l'autorité versus l'autoritarisme, celle de l'obéissance et de la soumission, et celle de l'interdit. Les protagonistes de l'époque remettaient en cause les habitudes instituées par le pouvoir dominant, incarné à l'époque par un visage paternaliste, et questionnaient l'éducation, le vivre ensemble et le rapport intergénérationnel.
Ces revendications de lutte des places ont rencontré celles de lutte des classes, portées par les ouvriers dans un mouvement de contagion qu'on ne qualifiait pas encore de convergence de lutte. Les similitudes en termes de contestation populaire, de violence et de revendication du respect nous convoquent d'autant plus à comprendre où nous en sommes 2 générations après mai 68 dans le champ d'intervention qui est le nôtre. Alors, caractérisons et analysons la période des années 1960 à nos jours. Et pour ça, j'ai choisi de m'appuyer sur Alain Ehrenberg, que beaucoup d'entre vous connaissent, sociologue français et directeur de recherche au CNRS, et qui propose une analyse des dynamiques sociétales à travers la consommation de substances psychoactives. Dans les années 1960, la consommation de drogue était très liée à la culture du flower power, au courant pacifiste et communautaire, aux aspirations d'une jeunesse qui prônait la liberté collective et individuelle, des valeurs de solidarité et d'amour sur fond de guerre de décolonisation entre les pays du Nord et les pays du Sud. En 1969, cette année est marquée par ce qu'on a appelé un événement qu'on a appelé l'accident de Bandol. Une jeune femme, fille de notable, est retrouvée morte dans les toilettes d'un établissement de nuit suite à une surdose d'héroïne. Une tragédie qui va contribuer à déclencher la guerre à la drogue, mais qui va aussi servir à faire barrage aux ambitions d'autodétermination, de liberté et de solidarité d'une jeunesse décadente. Un autre élément de contexte alimente cette orientation, l'action de la French Connection, qui fournit le marché, notamment le marché américain en héroïne, et qui provoque l'exaspération des dirigeants, et notamment celle de Richard Nixon. Bref, le 31 décembre 1970 est votée la loi qui réprime tout usage de drogue, c'est-à-dire des produits stupéfiants, et qui considère que les personnes concernées sont soit malades, soit délinquantes. À la fin de la décennie 70, le thème de l'expansion des consciences décline, l'usage autothérapeutique des drogues apparaît, dans un contexte de crise mondiale marqué par 2 chocs pétroliers dans la décennie, l'un en 73, l'autre en 79. Monte alors l'usage d'héroïne qui envahit l'Europe et les USA, les junkies apparaissent, et le dopage se développe aussi à la fin de cette décennie. En 1980, l'État-providence est en crise. C'est la période de l'ivresse de la concurrence, de la compétition. C'est l'ère de l'injonction à conquérir sa réussite sociale, à être entrepreneur de sa vie, aventurier. La figure emblématique de cette époque est Bernard Tapie. Donc là, il y a un effet générationnel, il y a ceux qui comprennent. La pression porte sur l'individu qui doit agir quand jusqu'alors il obéissait, il exécutait. C'est un gain de liberté, mais apparaissent de nouvelles contraintes. C'est l'individu qui est désormais responsable de ce qui lui arrive. La confusion entre responsabilisation et responsabilité est entretenue. Non seulement l'individu est responsable de ses actes, ça c'est la responsabilité, mais aussi de ce qui peut lui arriver, ça ce serait la responsabilisation. Le rapport aux drogues se trouve modifié, la consommation de masse visant à alléger le poids que nous devenons pour nous-mêmes, c'est-à-dire que faire, comment, pourquoi, que décider. La drogue a dans ce cas une fonction d'évasion de la réalité plus qu'une fonction d'adaptation à cette réalité. Les médicaments de type tranquillisant, anxiolytique, sortent de la sphère du thérapeutique et sont consommés en masse. Le problème est de savoir si la prescription est d'ordre thérapeutique, c'est d'ailleurs l'année où on a vu la montée de prescription de Prozac, ou si elle participe au bien-être ou à l'amélioration de la performance. La notion de dopage sort du sport pour entrer dans le langage commun. Et la distinction entre se droguer et se soigner est floue, ni dans la maladie, ni dans la transgression, mais dans l'amélioration de soi, de ses propres possibilités, dont il faut tester les limites et dont il faut mesurer les risques. On est dans une recherche de désinhibition par la substance, dans la quête de la culture de soi, de l'action individuelle, de la réalisation de soi. Arrivons en 90. Dans les années 90, apparaît la notion de toxicomanie sans produit. Alors non seulement les consommations se sont multipliées, se sont diversifiées, mais en plus elles se portent sur d'autres objets, sur d'autres comportements sans drogue, comme le jeu, le sexe, les achats. Une situation qui nous amène à qualifier cette société d'addictogène et qui se caractérise, pour reprendre les propos de Jean-Pierre Coutron, que vous verrez tout à l'heure, merci, qui se caractérise par l'hyperconsommation,
l'hypersollicitation, l'instantanéité et l'intensité qui rappellent le tout de suite de l'expérience toxicomaniaque. L'hyperconsommation ne qualifie pas seulement une consommation importante d'objets, mais une évolution de la finalité. C'est-à-dire que ce n'est pas le besoin qui motive l'achat, mais la nécessité d'adopter les marques d'un milieu d'appartenance ou, au contraire, de s'en distinguer. L'obsolescence programmée du matériel, la construction d'objets jetables plutôt que durables participent de ce mouvement. L'hypersollicitation est favorisée par le marketing et la publicité, et évidemment accentuée par notre société où les écrans sont hyper présents. Il est ainsi plus aisé d'exacerber les désirs et les sensations et de les diversifier. Et cette dernière notion de diversification est importante, car assouvir les désirs d'un client, c'est le perdre. Il faut donc renouveler les objets de son désir. C'est la jouissance qui est visée, toujours recherchée et jamais satisfaite, celle de l'usager de drogue comme du consommateur, plutôt que le plaisir et la satisfaction. Ces deux dimensions que sont l'hyperconsommation et l'hypersollicitation sont entretenues par une exacerbation de nos sens, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus intense. L'accessibilité maximale efface le rêve, la projection, l'attente et, in fine, la frustration, au risque de nous penser tout-puissants. Elle efface aussi les frontières et la temporalité, puisque nous pouvons, où que nous nous trouvions, et quelle que soit l'heure, commander, posséder et jouir. J'ajouterai l'hypernormalisation du concept d'addiction contribuant à brouiller les repères. Le terme addiction est très intégré à la culture contemporaine. Il suffit d'observer nombre d'articles et d'objets du marché de consommation courant. Et je vous ai fait quelques illustrations qui portent ce nom. Nous avons des parfums, voilà. Nous avons des lignes de vêtements. Nous avons des magazines. Et parce qu'on ne nous épargne rien, nous avons même Dorothée. Ceci n'est pas un montage. Ainsi, après plusieurs décennies où les consommations de drogue sont considérées comme faisant partie de la contre-culture, elles deviennent aujourd'hui un moyen de se conformer aux normes et aux valeurs sociales dominantes. Alors, quel héritage de mai 68 et quelles évolutions, après ce bref parcours historique? Partons de l'interdit. Les contestataires du mouvement de mai 68 énonçaient qu'il était interdit d'interdire. Ce qu'ils mettaient en cause, c'était le modèle dominant, verticalisé, celui que tu as rappelé d'ailleurs, Christine, bridant l'émancipation et la créativité, et tout particulièrement celle des jeunes et celle des femmes. Nous avons observé, dans les générations post-68, l'effet de balancier entre une société qui interdit et une société qui prône des principes de non-directivité, en matière d'éducation. Une situation qui a abouti à ce que plusieurs thérapeutes ont désigné sous le terme de l'enfant roi, un enfant qui n'a pas fait l'expérience de cadres et de règles, lui permettant de vivre en harmonie en société, dans le respect de soi et des autres. Un enfant qui n'aura pas fait l'expérience de ne pas accéder à l'objet de ses désirs, qui n'aura pas appris à attendre, qui obtiendra ce qu'il souhaite d'autrui en le demandant, qui pourra se représenter d'ailleurs qu'autrui est un moyen d'obtenir plus qu'un sujet avec lequel interagir. Alors s'il est interdit d'interdire par habitude, par injonction, sans en questionner le sens, il est absolument essentiel de considérer que l'interdit n'est pas seulement ce qui empêche, mais aussi ce qui protège. Édicter des interdits revient à poser un cadre. Or, le cadre n'est pas seulement ce qui enferme, mais aussi ce qui met en valeur. On encadre bien des tableaux. Or, on mesure bien, avec la société addictogène, l'importance d'acquérir des limites protectrices et non prohibitrices. L'ambivalence de notre société à valoriser les comportements addictifs comme modèle de réalisation de soi, à prohiber certaines substances et à stigmatiser ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su trouver les limites, nous amène justement à trouver une troisième voie, celle de l'éducation préventive. Le mouvement de mai 68 a voulu se séparer de l'interdit qui empêche et de son bras armé, l'autoritarisme. Il a remis en cause l'obéissance absolue et la soumission pour repositionner le sujet pensant et se séparer du sujet exécutant. La manière dont nous avons évolué et ce que nous avons compris, c'est que l'éducation préventive nous permet de penser simultanément l'interdit, l'autorité et le sujet.
Alors l'éducation préventive, attardons-nous quelques minutes là-dessus. L'éducation traditionnelle mise en question en mai 68 était celle fondée sur des rapports hiérarchiques, la discipline, l'autorité, la morale, autant de cadres et de références qui facilitaient les apprentissages de la socialisation et qui se sont effacés. L'armée est devenue une orientation professionnelle, la paroisse est désinvestie, le village a disparu ou a évolué. Il ne représente plus forcément le cadre communautaire d'une société mobile qui peut vivre à un endroit, étudier et travailler à un autre. La famille elle-même a évolué, bousculant les schémas d'exemplarité et d'identification parentaux. La complexification du monde entraîne une lecture et une appropriation de celui-ci également complexe. Les parents ne sont plus les seuls détenteurs des façons de vivre. Et pour illustrer, notamment sur notre matière, le numérique a tout à fait illustré cette évolution générationnelle, puisque c'est l'enfant qui montre comment faire à l'adulte, renversant le modèle traditionnel de l'apprentissage. Ainsi, l'éducation doit être composée de la transmission qu'on appelle diachronique, du parent à l'enfant, mais aussi synchronique entre pairs. On apprend le passé de ses parents et on apprend le présent de ses pairs. Intégrer cette évolution permet de faire évoluer l'éducation et notamment celle visant à prévenir les risques addictifs. Car ce que nous avons appris, c'est que la prévention, pas plus que l'éducation, ne doit être envisagée comme un conditionnement, mais comme ce qui mène à l'autonomie. Et l'autonomie ne s'acquiert pas que théoriquement, l'autonomie s'éprouve. Ainsi, nous savons qu'une information sur les risques et les dangers ne suffit pas à dissuader la consommation de substances psychoactives, car la perception du risque n'est pas communément partagée, ce d'autant plus entre les adultes, c'est-à-dire ceux qui font la prévention, et les jeunes, c'est-à-dire ceux qui la reçoivent. Et s'obstiner dans cette direction, c'est risquer le malentendu intergénérationnel, entraînant le discrédit de l'adulte, donc des limites protectrices. Nous savons également que la pénalisation ne suffit pas à empêcher les comportements. Je rappelle que la France s'est dotée de la législation parmi les plus répressives et que sa population présente les plus hauts niveaux de consommation de produits stupéfiants. Une situation qui prouve que la confusion entre interdit éducatif et interdit pénal, et classiquement entre contrôle de soi et contrôle social, est avérée. Si la loi donne un cadre protecteur, la première des protections, c'est l'interdit éducatif. Et si l'application d'une norme fait partie du processus éducatif, elle ne peut s'y limiter. L'éducation est constituée de la norme et du savoir lié à l'expérience, car il ne s'agit pas seulement de savoir de façon globale et générale, mais de comprendre pour soi. Plusieurs critères nous ont permis de dépasser les dogmes historiques de la prévention, parmi lesquels les sciences humaines. Elles ont établi que l'action ponctuelle d'information sur les risques, les dangers, la loi, la morale, enfin tout ce qui parle bien aux collègues qui font de la prévention dans la salle, pouvait permettre d'encourager certes les abstinents à le rester, mais pouvait avoir un effet contre-productif pour les autres qui restent nombreux. Une découverte contredisant l'adage « ça peut pas faire de mal ». Eh bien si, ça peut fasciner, ça peut susciter, et susciter l'envie d'essayer. L'autre critère, c'est la poursuite des consommations. Finalement, s'il suffisait de rappeler la nocivité des consommations et la loi, s'il suffisait que les gens sachent pour qu'ils s'arrêtent, comment se fait-il que le niveau d'usage ne s'infléchisse pas avec la somme des connaissances aujourd'hui accumulées ? Autre point, l'absence de déterminisme. Si effectivement nous pouvons identifier des facteurs de risque, des facteurs de vulnérabilité, il ne peut être établi une théorie déterministe nous amenant à distinguer les personnes qui deviendront addictes des autres. Et la prohibition n'est pas la seule réponse. La preuve, il n'est pas question de supprimer les écrans. Et pourtant, on parvient à envisager une prévention adaptée, hors de toute prohibition. Ça doit donc être possible. Il nous faut donc changer de représentation et abandonner le modèle descendant, top-down, parce que j'ai noté que vous faisiez un peu des anglicismes, donc j'essaye de me caler, issu du vieux monde de l'éducation traditionnelle pour entrer justement dans cette complexité. La première des représentations porte sur la drogue, encore souvent qualifiée de fléau, quasi personnifiée. Une désignation qui est en décalage avec la réalité de la plupart des jeunes qui l'expérimentent, non pas par l'intermédiaire d'un mafieux tout droit sorti d'un film de Quentin Tarantino, d'ailleurs, tiens,
qui serait blouson cuir, chaussures en croco blanche. Non, c'est par la bande, par les copains, qui veulent partager une sensation nouvelle. La fonction de désignation de mauvais objets, ici la drogue, ne résiste pas à l'expérience que l'on en a. Pas plus que les mauvaises fréquentations que l'on peut attribuer à certains, car si le jeune y trouve son compte, la stratégie de dramatisation sera totalement discréditée. Et sans autre repère pour situer sa consommation, il risque de la banaliser. Autre limite de cette idée de la drogue, c'est qu'elle rend impuissant, puisqu'il s'agit d'une force extérieure qui s'abat sur ceux qui s'y intéressent, sur les plus faibles ou les plus vicieux. On ne peut rien faire. Un sentiment d'impuissance, d'ailleurs, que vous savez bien, qui est couramment rencontré chez les parents. L'éducation préventive se construit entre ces extrêmes que sont la construction d'une figure mythique, morbide, qu'est la drogue, et la sacralisation de la parole des jeunes ou la banalisation. Bien sûr que la drogue a des propriétés toxiques, mais elle n'est pas consommée pour ça, sauf à penser que dans quelques jours, nous allons assister et participer même à des scènes de suicide collectif plutôt qu'à des scènes de banquets et de ripailles. L'une des fonctions des produits psychoactifs, c'est la convivialité. L'un de ses potentiels, c'est la socialisation. Puisque les substances psychoactives modifient le fonctionnement du cerveau, elles comportent effectivement des aspects positifs du côté du mieux-être et des aspects négatifs du côté des risques. Du côté des risques, ok, on recense la toxicité, l'ivresse, la dépendance et la perte de chance pour l'avenir pour les plus jeunes. Pour ne citer qu'un exemple sur ce registre, je renvoie à cette enquête longitudinale australienne qui a mis en évidence que la consommation régulière de cannabis pendant l'adolescence et le développement des capacités cognitives entraînait une perte de points de QI. On reçoit également dans nos CJC des vieux jeunes immatures dont la consommation de substances psychoactives est venue empêcher le développement affectif. Du côté du mieux-être, outre la socialisation déjà évoquée, on recense le plaisir et le soulagement. Ainsi, les substances psychoactives peuvent être poison ou remède, mal-être ou plaisir. Elles ont plusieurs facettes, c'est ce qu'Alain Morel a désigné sous le terme d'ubiquité des drogues. Alors face à cette complexité, qu'est-ce qui fait que le ressenti va être positif ou négatif de façon à ce que l'on puisse le transmettre aux jeunes générations qui vont expérimenter afin de les protéger ? Le propre de l'expérience addictive, c'est qu'il n'y a pas de recette. Mais une équation que vous connaissez bien, mais que je vous ai quand même remise là, c'est que l'expérience, elle dépend bien de la substance, de l'individu et du contexte. Et que l'éducation préventive doit intégrer les dimensions suivantes. Oui, donner des informations fiables, vérifier sur les produits, leurs effets, ceux qui sont recherchés comme ceux qui sont constatés. Faciliter l'identification des motivations de consommation. Curiosité, pression du groupe, recherche de plaisir ou de soulagement, gestion du stress, recherche d'atteinte d'un état d'inconscience. Et aider à gérer ces expériences. On mesure bien que si l'information constitue la base, c'est un réel apprentissage de soi, de ses attentes, de ses besoins dont il s'agit. Et qu'il est plus juste de parler d'éducation que de prévention. D'éducation d'une part parce que le terme imprime la notion de durée. Ce n'est pas fait une fois pour toutes, mais sur plusieurs années. Et d'autre part parce qu'elle mobilise les parents au premier plan, mais aussi l'entourage. La psychologie du développement nous enseigne que la croissance est marquée par plusieurs périodes, de la plus conformiste à la plus rebelle. Nous connaissons tous cette période de fin d'école primaire où les enfants hyper conformistes nous font remarquer qu'il faut attacher notre ceinture de sécurité en voiture, ou encore désignent notre paquet de cigarettes pour lire d'un ton désapprobateur pour ceux qui ont oublié « Que fumais-tu » ? C'est d'ailleurs dans cette intention que ce type de mention a été floqué. Pas pour informer le fumeur qui est généralement très informé, mais bien pour que son entourage le lui indique dans une stratégie d'influence sociale. Ces mêmes enfants qui, des années plus tard, allumeront une cigarette avant de conduire un scooter sans casque. C'est les mêmes, on est d'accord. Parce que la prévention n'est pas faite une fois pour toutes, il s'agit bien d'éducation. Éduquer à être conscient et compétent. C'est la raison pour laquelle nous savons que l'acquisition et le renforcement des compétences psychosociales qui se définissent, M. Guillon l'a rappelé, comme la capacité d'une personne à répondre aux efficacités, aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne,
sont des critères d'efficacité en prévention, en ce qu'ils permettent aux jeunes de garder le contrôle. Alors pour mémoire, je les ai quand même remises, parce que pour certains c'est évident, c'est même leur outil de travail, pour d'autres peut-être moins, et à les relire, il y a des évidences qu'il faut réinterroger. Pour mémoire, ces compétences psychosociales sont répertoriées par couple de 5, je vous les ai remis là, savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, savoir se faire comprendre, être habile dans les relations, avoir une pensée critique, avoir une pensée créative, se connaître soi-même, éprouver de l'empathie pour les autres, savoir gérer le stress, savoir gérer ses émotions. Mais au renforcement de ces compétences psychosociales s'ajoute l'expérience, les expériences de vie qui constituent des outils pour comprendre et adapter son comportement. En effet, le premier acteur de son comportement, c'est la personne concernée elle-même. L'accompagner dans sa propre expertise, c'est lui donner les moyens de s'auto-évaluer, de se donner des repères, d'identifier les leviers du changement, le cas échéant. La prévention probante, celle qui marche, relève bien de l'éducation car elle implique la famille et l'environnement des jeunes. Ces adultes qui vont protéger, limiter l'accès, donner du sens, mettre en perspective, compenser les vulnérabilités, socialiser et valoriser. À condition, eux aussi, de les aider à renforcer leurs propres compétences, à prendre confiance et à les considérer comme des alliés plutôt qu'à les disqualifier. Les sciences humaines ont établi que l'un des facteurs de réussite de régulation des comportements de consommation, c'est précisément l'alliance avec les parents. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire 50 ans après? J'ai fait la liste de courses. C'est pas très long. Non, t'inquiète pas. Pousser le raisonnement du modèle d'éducation préventive que l'on souhaite et qui est efficace, c'est-à-dire qu'il agit sur les conduites addictives en diminuant le phénomène. Ça nous amène à remettre en cause le cadre légal de la politique dite des drogues. La politique d'éradication a fait long feu, elle ne fonctionne pas. Un mode sans drogue rêvé par certains s'est révélé impossible à atteindre, et ce constat n'est pas posé par une bande de 68ards sur le retour ou des militants en manque de combat. Il est discuté au sein même de l'ONU, dans les cénacles de cette institution, qui s'était donné pour ambition, il y a plusieurs décennies, de supprimer la drogue de la surface de la planète. Rien que ça. La conclusion assumée est celle de l'échec, c'est le terme employé, de cette politique. Il faut donc en changer. Alors évidemment, affirmer cela, c'est prendre le risque de se faire taxer de laxiste, d'encourager les consommations. Quand nous prétendons, nous, qu'il s'agit de rompre avec l'hypocrisie, de faire preuve de réalisme et d'humanisme dans une société qui a toujours confondu guerre à la drogue avec guerre aux drogués. Modifier la législation, dépénaliser, ne revient pas à supprimer l'interdit, comme nous l'avons évoqué plus haut, mais à le situer au bon endroit, porté par des hommes et des femmes, parents et éducateurs. Il ne revient pas à encourager les consommations ni à les promouvoir, comme on l'entend trop souvent, mais à influer sur les comportements individuels et collectifs. Ces communautés créent ce que nous nommons un environnement favorable à la prévention et à la promotion de la santé, en ce sens qu'elles font culture commune, qu'elles créent la cohérence et qu'elles favorisent l'intervention précoce avant que les problèmes n'apparaissent. C'est notamment le travail que nous réalisons avec les écoles, les collèges, les lycées, les EHPAD, les services de la PJJ. Bien entendu, il ne s'agit pas de supprimer toute loi. Il faut garantir la protection des plus vulnérables, y compris de certaines publicités d'ailleurs. Il faut sanctionner les atteintes à autrui et les accidents. Il faut distinguer ce qui relève de la prévention de l'offre, production, vente, accessibilité, de ce qui relève de la prévention de la demande, du côté de la motivation des consommations, des modalités, des facteurs de protection et de vulnérabilité personnelle, des contextes. Il faut construire une législation adaptée. Car éduquer n'est pas punir. Ça consiste à fabriquer des hommes et des femmes autonomes et responsables. La loi ne peut rester extérieure, surtout lorsqu'elle crée de l'anomie, elle doit être intériorisée. C'est l'individu qui doit se connaître soi, identifier ses repères, ses appétences, ses limites, ses points de contrôle pour exercer son pouvoir d'agir. C'est ce que permet la régulation des substances psychoactives, l'instauration de réponses différenciées selon l'âge, le contexte, les consommations. En ne se limitant pas à la loi, mais en renforçant l'éducation préventive et l'accès aux soins. Et là, vous avez tout à fait les 3 piliers d'une politique de santé équilibrée. Et pour vous soulager, pour conclure, avoir 20 ans, 50 ans après mai 68 pourrait ouvrir
une génération de regards croisés qui travaille à abolir la distinction artificiellement créée entre addiction saine et addiction danger, entretenant la différence entre ceux qui ont gagné et ceux qui ont échoué. Elle pourrait se donner comme objectif de promouvoir une vision humaniste et responsable d'une politique de régulation des substances psychoactives dans une vision de santé publique. En 1968, un vieux monde disparaissait. En 2017, on nous annonçait un nouveau monde, qualifié dès 2018 de vieux monde. Alors que les générations se succèdent et proclament tour à tour le nouveau monde, je vous propose de consommer la séparation avec ces modèles pour porter l'ambition d'un autre monde. Je vous remercie de votre attention. Merci Catherine. Tu as conclu avec mon slogan préféré de 68. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Donc, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour faire la cohérence des propos. Catherine a réussi, en partant de mai 68 d'anniversaire, inclure la séparation pour nous exposer les principes et les fondements de l'éducation préventive. Juste, je vais amener mon grain de sel, comme je vous l'avais promis. Par rapport à la notion de cadre, j'ai un peu de mal avec la notion de cadre comme quelque chose qui met en valeur. D'autant plus que depuis que je me suis aperçu que certains peintres peignent jusque sur le rebord de la toile. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où? Jusqu'à la dernière limite de où ils peuvent aller utiliser la toile. Et quand je pense qu'il y a des gens qui osent venir mettre des choses qui mordent sur les bords, qu'on appelle des cadres, qui sont quelquefois extrêmement imposants, dorés, etc., qui semblent avoir plus de valeur que ce qu'ils contiennent, ça me désole énormément. Tous les cadres ne sont pas comme ça, bien entendu. Et puis je me suis un peu réconcilié avec la notion de cadre quand je me suis dit, mais il y a aussi un cadre qui sert à tendre la toile pour que le peintre il puisse aller peindre jusqu'au bord le plus ultime. Alors j'aime bien ce cadre-là, pas l'autre, pas le truc doré, tout ça. Hein? Baroque, etc. Voilà, c'est mes goûts à moi. Hein? Alors, l'enfant roi, l'interdit, la fonction protectrice de l'interdit, j'ai une vision un petit peu différente aussi, donc forcément. Il me semble que l'enfant roi, c'est pas tellement l'enfant à qui on n'interdit rien, c'est pire que ça, si je peux dire, c'est-à-dire c'est l'enfant à qui on essaye de masquer les limites naturelles, entre guillemets, qui concerne l'union et la séparation, c'est-à-dire l'union, c'est le fait de devoir se confronter quelquefois à des choses qui sont désagréables, le froid quand on sort de son lit, de chez soi, le fait de devoir se séparer de choses auxquelles on tient, on est attaché, par la force des choses, si je peux dire, pas parce que quelqu'un a décidé qu'il fallait le faire. C'est l'enfant à qui on essaye de cacher, de masquer, à qui on essaye d'éviter tout ça. Alors, donc, interdit, ok, loi, d'accord, limite, elles y sont déjà, mais il faut quelques autres encore. Éducation pour pas, à mon avis, en fonction de ce que je viens de dire, apprendre à obéir à la loi et à la règle, mais plutôt essayer de la comprendre, avoir un petit peu de marge pour pouvoir la transgresser quand il faut, et être accompagné dans ce rapport à la limite, à la loi. Parce que comme tu disais, ça peut faire mal, c'est vrai, mais je dirais, ça peut pas ne pas... alors, attends, c'est un peu compliqué comme phrase. Ça peut pas ne pas faire mal à un moment ou à un autre. C'est obligé, aussi protecteur, aussi protectrice qu'on puisse être.
Voilà, mon grain de sel. Avez-vous des réactions? Il y a un micro qui peut circuler dans la salle. Croisons nos regards. Séparez-vous de vos pensées pour les partager avec nous. C'est drôle, j'ai aussi cette réflexion depuis quelque temps, le sens différent que peut avoir ce mot partage. Hein. Ça peut être diviser quelque chose, un tout, séparé, hein, en vue d'appropriation hein, par chacun d'un bout, mais aussi mettre en commun pour le profit de tous, au profit de tous.